bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. À la une de votre journal ce soir, la fibre et le haut débit bientôt à Rurutu et Tupuai. Le projet Ngatitua Sud se concrétise avec l'arrivée du câblier Lodbrog. 800 km de câbles seront déployés à partir de lundi depuis Toahutu. Un courant océanique qui augmente la température de l'océan Pacifique. El Niño pourrait bien être de retour. Nous verrons les conséquences possibles sur notre climat. Après 40 jours de débats, d'échanges, de drapeaux sur les routes, la campagne du premier tour se termine ce soir à minuit. Selon les observateurs de la vie politique, le clivage autonomie-indépendance reste de mise. Un plateau unique ce soir pour notre dernier face-à-face. L'ancien président du pays et président du Amuiteir Aotenun Amaohi est notre invité. Gaston Floss sera face à Hinamoeura Morgan Cross, candidate dans la section 2 des îles du Vent pour le Tavini Huiratira. Et puis nous irons du côté de Moorea où la saison touristique débute fort avec la visite d'une série de paquebots. Les passagers du Norwegian Spirit ont permis aux prestataires de montrer leur savoir-faire. Mais d'abord, le désenclavement de nos archipels passe par le développement de la fibre. Le déploiement du câble Ngatitua Sud se poursuit. Après les Tuamotu et les Marquises, c'est au tour des populations des Australes d'en bénéficier, en l'occurrence Rurutu et Tupuai. Le câblier Lodbrog est prêt à partir avec à son bord 800 km de câbles. On voit cela avec Chiquita Teiva et Marcel Bonneau. La fibre optique à Rurutu et à Tupuai est prévue au mois de juillet grâce au déploiement de Ngatitua Sud. À bord du câblier Lodbrog, plus de 800 km de câbles prêts à être posés. Si l'objectif de l'OPT est de réduire la fracture numérique, qu'en est-il du réseau terrestre sur les deux îles ? Sur le réseau terrestre, au niveau des îles de Rurutu et Tupuai, le déploiement du FTTH a été enclenché il y a quelques mois déjà. Et en principe, on devrait pouvoir mettre en service et le câble et les réseaux terrestres en fibre optique sur les deux îles. À l'intérieur du câble, la fibre se file aussi fin qu'un cheveu. Enroulé à Taïwan, il sera posé par 5000 mètres de fond, à partir de Toahutu jusqu'aux deux îles des Australes. Le coût total est estimé à près de 3 milliards de francs, financé à hauteur de 80% par l'État et le pays. Dans la pose, ce qu'il faut faire attention, c'est de poser bien le câble au fond de l'eau. Il ne doit pas être ce qu'on appelle une suspension. Une suspension, c'est vous avez par exemple, deux pics de montagne, parce que le fond de l'eau est extrêmement accidenté. Et si vous avez le câble qui est en suspension entre les deux, il va s'user et il va casser. Pour veiller aux problèmes électriques et optiques lors de la pose du câble, un contrôle permanent est assuré. Des études topographiques ont été menées il y a un an. L'équipe connaît théoriquement le point de touche du câble dans le fond. On connaît le type de fond, si c'est rocheux, si c'est de la vase, si c'est sableux, s'il y a des coraux. Et donc on connaît théoriquement le point de touche dans l'eau. L'équipage s'apprête à partir pour une mission d'1 mois où la sécurité des personnes mais aussi la formation des pompiers à bord reste de mise. Il faut réussir à travailler, faire l'opération tout en maintenant la formation et l'intégrité du navire. Donc le navire, il y a des réparations à faire quotidiennes et ça doit être entretenu tout en même temps faire la mission. En attendant la fin de ce chantier, l'OPT envisage d'ores et déjà un câble sous-marin vers le Chili qui permettra de connecter aussi les Gambiers. Les 2000 abonnés sont concernés aux Australes. Ils ont mis fin au suspense. Les 9 membres du Conseil constitutionnel ont rendu leur décision sur la réforme des retraites. Les sages ont donné un blanc-seing à une grande partie de la réforme, dont l'augmentation de la durée de travail, qui constitue le cœur du texte. L'âge légal de départ à la retraite pourra donc être relevé progressivement de 62 à 64 ans, au rythme de 3 mois par an à partir du 1er septembre 2023 jusqu'en 2030. Retour à Tahiti où Météo France annonce du changement côté climat. Après 3 années de phénomène La Niña, place à El Niño. Il s'agit d'un courant océanique qui se caractérise par une augmentation anormale de la température des eaux du Pacifique Est. Un phénomène qui aura, en fonction de son intensité, des conséquences plus ou moins visibles en Polynésie française. Laura Chintou, Patita Savea. Des paysages paradisiaques qui ferait presque oublier la réalité des phénomènes climatiques. Alors que la Niña s'en va, laissant dans son sillage des îles Marquises desséchées, le courant océanique s'inverse et El Niño s'apprête à prendre la relève.
Actuellement, on est encore en période neutre concernant le phénomène El Niño. Donc, on n'est ni en El Niño ni en La Niña, on est en période normale. Et les différents modèles qui ont joué les scénarios pour les prochains mois montrent qu'on a une tendance à aller vers un phénomène El Niño. Pas de certitude absolue sur l'intensité de ce phénomène climatique à venir, mais il est probable que ses effets commencent à se faire sentir d'ici quelques mois. Ça met en place des conditions qui permettent aux nuages de se former, des nuages qui vont donner des précipitations, des pluies sur les marquises. Après, quand on regarde par contre sur les australes, on a plutôt des conditions qui sont moins favorables aux pluies. Revers de la médaille, les eaux alors plus chaudes pourraient présenter des conditions propices au développement de phénomènes cycloniques. Des Tuamotu aux australes, le retour programmé d'El Niño ravive des souvenirs douloureux. À Tupuai, cette famille avait perdu sa maison en 2010 lors du passage dévastateur du cyclone Oli. Une expérience traumatisante que Puahi avait consignée dans son journal. Le soir est venu, à 2h30 du matin, j'ai bien entendu le vent, la pluie, et puis tout le monde n'était pas pour dormir, n'était pas pris pour dormir parce qu'on avait très peur. Et le lendemain, vendredi matin, mon mari est venu ici, sur notre terrain, pour venir voir comment ça s'est passé, comment ça a été pour notre maison. Ben, quand il est venu, mon fils était au rang, ben, il n'y avait plus rien. La maison était pliée en 4. Et à ce moment-là, j'avais des larmes aux yeux. À Rangiroa aussi, les habitants craignent le passage des cyclones, mais savent comment se comporter. Il ne faut pas attendre que ça arrive, déjà préparer. Avant, préparer les lumières, l'eau, tout ça, la radio, tout ça. Et autre chose pour attacher un peu la maison. La semaine prochaine, une réunion se tiendra en visioconférence entre les principaux centres climatologiques du Pacifique. L'objectif sera d'établir un modèle de prévision saisonnière plus précis, de quoi donner une tendance uniformisée concernant le phénomène El Niño. Place à la politique maintenant avec notre page consacrée au territorial. Premier tour, J-2. Après 40 jours de campagne électorale, les candidats misent sur ce premier rendez-vous des territoriales. Dimanche, les jeux sont presque faits pour les 7 listes concurrentes. Selon les politologues, l'autonomie ou l'indépendance reste en tout cas un enjeu essentiel de ces élections, avec un obstacle pour les autonomistes, leur division. Natacha Silagi, Patrick Sinsing. Les drapeaux s'agitent et les voix se font plus fortes, car l'enjeu est de taille. Une élection capitale pour la Polynésie avec en toile de fond Edouard Fritsch, le président autonomiste, face à Moetai Broderson, député indépendantiste, candidat à la présidence du pays. Les Polynésiens vont décider du cap pour les 5 ans à venir, avec ou sans la France. De toute façon, c'est le seul clivage qui fonctionne en Polynésie française actuellement. Il n'y a pas de gauche ni de droite en Polynésie. Et donc là, il est évident que nous avons un parti indépendantiste et des partis autonomistes qui se présentent à ces élections. Certains devront regagner la confiance, comme le parti au pouvoir actuel. D'autres devront prouver que les Polynésiens sont, entre guillemets, prêts à accéder à la souveraineté. Et les plus petits partis devront montrer qu'ils peuvent se faire une place aussi, notamment dans la scène politique locale. Parmi les autres partis politiques engagés dans ces élections territoriales, 2 sont autonomistes, mais ne se rangeront pas forcément derrière le président du pays s'ils accèdent au second tour. Les autonomistes sont tellement divisés que je ne vois pas du tout la possibilité d'un rapprochement. Et dans ces cas-là, mathématiquement, ça avantage les indépendantistes. Les électeurs seuls ont la clé. Le taux de participation était de 61% au premier tour il y a 5 ans. Et lorsqu'il avait frôlé les 80% en 2004, les indépendantistes étaient sortis vainqueurs. En 2004 et 2005, ce sont les indépendantistes qui ont gagné les élections. Donc on peut dire que s'il y a un fort taux de participation, ce sera beaucoup plus dans le sens du Tavini. Un peu plus de 200 000 inscrits pour ce scrutin dans les 48 mairies de Polynésie. Oui, et les mairies qui se préparent pour le scrutin de dimanche. La campagne du premier tour s'achève ce soir minuit. C'est donc notre dernier face-à-face. Le thème tiré au sort, c'est la vie chère. Nos invités ce soir sont Rina Moeura Morgan-Cross, candidate sur la section 2 des Îles du Vent. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Face à vous, Gaston Floss, président du parti Amuitea Aote Nuna Maohi. Bonsoir.
Hina Moeura-Cross, un mot tout d'abord sur le reportage que l'on vient de voir. L'indépendance, c'est ce qui vous différencie des autres listes. C'est ce qui conditionne tout le reste de votre programme? Je voudrais déjà profiter en fait de votre antenne pour m'adresser aux téléspectateurs. J'ai été assez surprise par des propos qui ont été tenus mercredi 12 avril par Jean-Christophe Bouissou dans le face-à-face avec Gaston Floss. Je n'avais pas apprécié qu'il ait accusé Bruno Sandras d'être le pantin de monsieur Gaston Floss. Et je voudrais dire à notre population qu'au niveau des panneaux d'affichage, s'il y a un pantin parmi tous les partis politiques, c'est bien le président Édouard Fritch. Avec le gouvernement, ils ont été les Muppet Show de la Polynésie pendant 10 ans. Et je voudrais dire à nos téléspectateurs de ne pas se laisser avoir pour cette élection, parce qu'ils ont, je parle de pantin, parce qu'ils ont servi l'État français au détriment de notre population. Des propos qui n'engagent que vous, bien sûr. Que moi, bien sûr, mais je trouve qu'aujourd'hui, on en paye le prix, malheureusement. Gaston Floss, Hina Moeura-Cross qui vient à votre secours, cela vous étonne? Chers amis, bonsoir. Avant tout, madame, bonsoir. Nous étions sur cette décision du Conseil constitutionnel sur l'âge de la retraite. Alors, c'est à chacun sa priorité. Vous savez, pour le président Macron, il faut à tout prix sauver la sécurité sociale qui est déficitaire. Et nous, ce n'est pas le cas. Pour nous, ce qui compte, c'est l'homme, la femme, le salarié, le Polynésien. C'est cela qui compte. Et donc, nous maintiendrons l'âge de la retraite à 60 ans ou 35 années de cotisation de la CPS. Hina Moeura-Cross vous est venue en aide. Elle a évoqué le fait que Édouard Fritch était le pantin de l'État. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? On peut dire ainsi, oui. Pour moi, il a vraiment aidé il a servi l'État français en Polynésie au détriment de notre population. C'est vraiment ça que j'avais envie de dénoncer. Et par rapport à votre question, toutes les aides qui ont été obtenues, comme le plan de relance, les aides aux entreprises, c'est quelque chose dont vous tenez compte? Pardon, j'ai pas compris votre question. Les aides qui ont été obtenues pendant la crise Covid, lors de la crise Covid, par le je trouve en fait avec cette crise, gouvernement en place. Oui. On a encore plus endetté notre pays. C'est vraiment ça le ressenti. Et aujourd'hui, on a plus de 150 milliards de dettes auprès de la France. Et c'est ça en fait que je veux dénoncer, le fait qu'aujourd'hui on a un Polynésien qui a du mal à trouver sa place en fait. Qu'est-ce que vous proposez comme alternative dans ce type de crise sanitaire? Quelle aurait été la solution selon vous? Là, en fait, par rapport à notre statut, on n'avait pas la possibilité de dire un mot. On a bien vu que le président Édouard Fritch était en fait relégué en tant que traducteur du haut-commissaire. On va revenir sur notre sujet, la vie chère. Gaston Floss, la lutte contre la vie chère, c'est toute la toute première ligne de votre profession de foi. Il fallait, selon vous, répondre à une urgence sociale? Vous savez, lorsque je lis les professions de foi des principaux partis politiques de notre pays, je suis vraiment surpris. Par exemple, pour le Tapurahuir Atira de notre président Édouard Fritch, voici sa profession de foi. Nous construirons une société équitable, nous soutiendrons les forces vives, etc. Mais pas un mot sur la vie chère. Le Tavnihuir Atira, c'est vrai, on parle. Et il dit que vraiment, mais tout à fait dans un coin de la deuxième page, la vie est chère en Polynésie. Mais aucun de ces deux partis, et même les autres partis, ne disent par quels moyens peuvent-ils baisser le coût de la vie, parce que c'est cela notre lutte contre la vie chère. Eh bien, le Amuitaira a des moyens et propose 4 moyens pour baisser le coût de la vie. Le premier moyen, c'est, dès le premier conseil des ministres, annuler la TVA sociale. Bon, bien sûr, un pays ne peut pas vivre sans impôts et nous remplacerons cette TVA sociale par un impôt sur l'évasion fiscale et également sur les grosses sociétés du fait qu'ils ont, pendant la période du Covid, eh bien, ont eu des surbénéfices et ils seront donc imposés.
Le deuxième, c'est de réformer ou de supprimer certains impôts à l'entrée des marchandises venant de l'extérieur. Et ils sont 6 ou 7, et nous pensons pouvoir en supprimer 2. Ce qui fait qu'avec la baisse, avec la suppression de la TVA sociale, il y aura déjà une première baisse du coût de la vie. Avec la suppression de ces 2 impôts, également une diminution du coût de la vie. Mais surtout, il s'agit de... Par la discussion, par le dialogue avec les chefs d'entreprise, les commerçants, revoir ensemble la marge bénéficiaire. C'est là la mort et c'est là l'augmentation du coût de la vie. Et nous légaliserons ces marges bénéficiaires, mais ce n'est pas le tout. Il faut qu'il y ait des contrôleurs qui aillent dans les magasins et surveiller les prix. Hina Moueoura-Cross, la taxe sociale, c'était une mauvaise idée? C'était une idée qui avait été mise en place parce qu'il y avait un besoin urgent. Donc, je ne dirais pas que c'était une mauvaise idée. Peut-être qu'il y avait une manière de changer cela, de mettre une autre réforme fiscale. Je voudrais juste répondre à M. Floss qui a montré 2 pages. Alors, ce n'est pas notre programme. Notre programme, c'est ça. Et là, il y a plus de 40 pages. Donc, effectivement, on n'a peut-être pas autant de chiffres que lui, mais je tiens aussi à dire que c'est plus un projet de société. C'est bâtir une Polynésie pour accéder, bien sûr, à la pleine souveraineté, mais c'est aussi des mesures, en fait, qui sont peut-être pas aussi concrètes que ce que M. Floss présente, mais en fait, c'est pas non plus un catalogue de Noël, en fait. Ce que je reprocherais un peu, il y a énormément de chiffres, il y a énormément de mesures, mais il y a peut-être aussi de la démagogie, des promesses électoralistes. Et moi, c'est ma première campagne, c'est la première fois que je m'engage politiquement. J'ai 34 ans et je ne me suis pas engagée pour commencer à mentir à la population. Je suis ici et je dis la vérité, c'est ce que je veux continuer de faire. Et donc, on a un projet au Tavini-Ruyatia pour soutenir cette population. Mais je pense que tant qu'on n'est pas aux manettes du pays, tant qu'on n'a pas gagné et qu'on n'a pas tous les chiffres, c'est de la démagogie de commencer à annoncer des mesures comme ça. Au-delà finalement du clivage autonomie-indépendance, est-ce que vous diriez que votre programme est plus social que les autres? Non, on est à la fois dans... le programme, c'est respecter, soutenir et bâtir. On est à la fois dans le soutien de la population, mais pas dans l'assistanat. C'est ça aussi qu'on dénonce. On a eu 40 ans d'autonomie, mais 40 ans de politique d'assistanat, et on en paye aujourd'hui le prix. Merci pour les grands projets que vous avez mis en place, mais aujourd'hui, on a une population qui est encore plus pauvre. On a des écarts entre les riches et les pauvres qui sont énormes, et ils ne trouvent plus leur place aujourd'hui. Gaston Floss, c'était de l'assistanat ce que vous faisiez à l'époque? Non, je voulais d'abord... Vous m'avez empêché de Mais c'est un vous donner le dernier vous pouvez point. Réagir. C'est la création d'emplois. Ça, c'est le point le plus important. Alors... est-ce qu'on est dans l'assistanat? Est-ce que vous avez 53 000 chômeurs dans notre pays? Est-ce que venir à leur secours, c'est de l'assistanat? 75 000 de nos citoyens sont inscrits au RST, ce régime des pauvres. Alors, venir au secours, donner pour les vieux qui n'ont aucun revenu, monter de 80 000 à 100 000 francs de Moniru par mois, à la mère de famille qui a 3 enfants et moins 50 000 francs par mois, à la mère de famille qui a 4 enfants et plus 80 000 francs par mois et qui n'ont aucune autre ressource. Est-ce que c'est de l'assistanat? Ce n'est pas de l'assistanat, c'est venir au secours de cette population. Notre bateau, la Polynésie, sombre, c'est sûr. Et nous sommes là, non pas pour faire de la démagogie, parce que ce que je dis, je le ferai, et ce n'est pas la première fois. Des promesses tenues, c'est ce que vous voulez aussi au Tavini-Ruyatia? Alors nous aussi, on veut venir au secours de la population, bien sûr, mais on aimerait aussi qu'elle puisse se sauver elle-même. On ne va pas tout le temps les aider, et c'est ça aussi, on est pour une politique de développement, donc les aider à travailler, les aider à investir dans le secteur primaire. C'est ça que je dénonce. Et je pense qu'aujourd'hui, j'avais entendu M. Floss dire
on parle de nucléaire, on parle de ceci, de cela, alors que la population veut des choses concrètes, veut qu'on parle de la vie chère. Je pense qu'aujourd'hui, et on l'a vu avec les 3 députés indépendantistes, la population a besoin aussi de vérité, a besoin d'avoir devant eux des visages qui ne vont pas leur mentir, comme ça a pu être fait pendant 30 ans, pendant 40 ans. Et je pense que c'est ce que je représente aujourd'hui. L'un comme l'autre, vous êtes d'accord sur un point, le secteur du tourisme sera pourvoyeur d'emplois. Par contre, Hina Mwebula Cross, je suppose que le Mahana Beach n'est pas trop le modèle de développement que vous souhaitez. Après, ça a été présenté, encore une fois, un peu comme une promesse électoraliste. Ça a été sorti d'un chapeau juste avant, malgré ce qu'ils peuvent dire. Mais nous, on n'est pas fermés à ce projet. Je parle du projet du Amouit Heit 1, pas du village tahitien. Ah oui, je pensais que vous parliez du village tahitien, mes excuses. Oui, je pense que c'est un projet démagogique qui va pas forcément aussi respecter l'environnement. Il y a un moment donné, il faut être cohérent aussi avec le type de tourisme qu'on veut accueillir. Nous, on s'est basé sur 600 000 touristes, ce qui va permettre d'avoir un tourisme entre guillemets aussi propre. On peut pas dire qu'on va terminer comme Hawaï avec des millions de touristes. Il faut rester cohérent aussi. Gaston Floss, le Mahana Beach, est-ce qu'il portera atteinte à l'environnement ? Oui, je voulais vous dire d'abord que vous avez oublié que pour les statuts du pays, vous avez effectivement l'autonomie, l'indépendance et la souveraineté. Nous sommes pour une souveraineté, mais associée à la France, alors que le Tavini Huiratira, enfin, celui de Oscar Temaru, c'est une indépendance pure et dure et plus aucun contact avec la France et on passe par les Nations Unies. Ça, c'est sa façon de voir l'indépendance. Alors que pour Moetai Broderson, c'est tout à fait autre chose. Moetai Broderson dit, nous avons le temps, ce n'est pas urgent. Et puis, nous voulons rester avec la France. Alors, quelle est la bonne indépendance dans le Tavini Huiratira? Nous ne savons pas. Non, le dossier, le projet de Mahana Beach est un projet solide. D'ailleurs, le terrain est déjà acquis. Nous possédons 57 hectares de terrain et nous avons des personnes, des investisseurs. Nous avons fait un appel à candidature. Et il y a eu 3 sociétés chinoises qui ont été intéressées, un Européen, un Américain et un Arabe. Donc ce n'est pas, comme le dit Madame Cross, une histoire d'électoralisme. C'est absolument faux. Pour nous, c'est du concret. Et c'est le seul moyen de sauver notre pays. Pour vous, c'est la solution? L'indépendance? Alors, déjà le Mahana Beach. Mais il n'a pas assez développé, mais je trouve qu'il a un peu critiqué notre désir d'indépendance. Et aujourd'hui, non, ça n'a pas changé. C'est juste que c'est vous qui allez conclure. Nous avons 1 minute. Ok. On ne peut pas décider de l'indépendance aujourd'hui. Nous, Tavini Huiratira, déjà, la population va nous faire confiance en votant pour nous. Ensuite, on fera un référendum. Et après, on ne peut pas décider des choses nous-mêmes parce que ça doit se faire en partenariat avec l'État français. La France a de toute façon son mot à dire pour l'indépendance. Oui, tout à fait. Et en accompagnement, bien sûr, avec les Nations Unies pour que ce soit fait en respectant les droits. Très rapidement, la campagne, 40 jours de campagne, ce premier tour, cette première expérience, quel sentiment ? Ça a été très intense, surtout pour une première campagne, pour moi, pour une entrée en politique. Et puis, j'ai accouché il y a 40 jours de mon 2e fils, au début de la campagne, donc. Voilà. Donc, j'ai démarré au début de la campagne. J'ai été au congrès avec mon tout jeune bébé. C'est comme ça que j'ai appris ma place. Et donc, très, très intense. Mais je suis fière parce que je fais ce combat, en fait, pour mes enfants, pour les générations futures. Et c'est pour ça que je me suis engagée au Tavini Huiratira. Et aussi, au-delà de m'engager en tant que maman, c'était m'engager aussi en tant que militante antinucléaire depuis plusieurs années. Et c'est vraiment le parti politique qui a eu une constance depuis le début. Oscar Temaru n'a jamais dérogé à ce combat. Et c'est le seul aujourd'hui qui a cette constance, en fait. Un grand merci à tous les deux d'avoir participé à ce face-à-face. Merci beaucoup. Merci encore.
Direction Mataya à présent. Nicole Sanquer du parti Ahere Yaporinetia a choisi de partager un moment convivial avec les habitants de cette commune de Tevayuta pour évoquer son programme. Quand cuisine et politique mijotent ensemble, reportage de Mélissa Chong et Patita Savea. Dans cet atelier culinaire, la politique est cuisinée aux petits oignons. Ici, on hache des herbes aromatiques, mais on épluche aussi le programme de Ahere Yaporinetia en compagnie de Nicole Sanquer. Elle a beaucoup pensé aux femmes et elle est très, comment on dit, elle est spéciale. J'aimerais bien que le gouvernement s'intéresse un peu aux personnes qui en ont besoin. Par exemple, ceux qui cherchent du travail, qui n'ont pas de travail, qui cherchent beaucoup de travail. Ceux qui partent et qui ne peuvent pas revenir. La femme politique qu'elle incarne met forcément la place des femmes au cœur de son programme pour répondre notamment à de nouvelles problématiques dues à l'évolution de la société. Nous avons un programme inspiré de toutes les rencontres que nous avons fait dans les quartiers avec les familles dans les îles et notamment ces jeunes filles qui ont des bébés à la maison et une fois que les enfants vont à l'école, souhaiteraient reprendre une formation, mais une formation à un coût, elles ne sont plus éligibles à la bourse et nous dans notre programme on met une bourse destinée à ces jeunes filles qui voudraient reprendre une formation sans coûter quoi que ce soit à la famille, mais par contre une bourse rémunérée. Elle pourra participer, elle aussi, aux charges de la famille. Ahere Yaporinetia promet un changement radical de la politique actuelle, mais voilà, les administrés ne se laissent pas convaincre si facilement. En fait, leur seule question, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? Parce qu'aujourd'hui, ils ont tellement eu des promesses, ils ont cru, on voit bien la perte de confiance qu'il y a. Et aujourd'hui, ils ont envie de faire confiance à une nouvelle équipe, mais ne pas se retrouver déçus parce que ça va rester encore de belles promesses en l'air. Pour ces premières territoriales, le parti de Nicole Sanquer s'engage donc dans une course de fond avant la date fatidique du 16 avril. Et les mairies peaufinent les derniers détails des bureaux de vote. À Punaouia, ce scrutin donne lieu à une vaste organisation. Plus de bureaux de vote, des parkings plus nombreux et une mobilisation forte des employés ce dimanche. Plus d'un tiers d'entre eux travailleront, soit 130 employés. Le but, le confort maximum pour les électeurs. Stéphane Ratino et Patita Savea. Des ventilateurs et des climatiseurs. La mairie de Punaouia veut donner du souffle à la vie démocratique et du confort à ses citoyens et électeurs. Nous voici dans les pas du directeur de la mairie. Dans le jardin, de nouveaux bureaux de vote. Un intérieur soigné, des tableaux déjà accrochés au mur. Tout est prêt et surtout une certitude. En passant de 15 bureaux à 24, les files d'attente seront moins longues. Désormais, la moyenne est de 800 inscrits par bureau contre 1400 l'an dernier. On a simplifié toutes les démarches pour que ce soit vraiment le plus simple, que ça nous prenne moins de temps, que ce soit le plus facile possible et que les gens fassent ça dans leur journée de dimanche sans que ce soit vu comme une forte contrainte. On a à peu près un tiers des agents communaux qui vont être amenés à travailler pour la préparation déjà, pour accueillir les votants de dimanche. Et pour que ça se passe du au plus simple, c'est une grosse organisation, c'est une grosse mobilisation. On se prépare. La salle des mariages ici de Punaouia, c'est le nerf central de cette veille d'élection. C'est ici que les électeurs viennent retirer leur nouvelle carte. La nouvelle organisation des bureaux de vote oblige à cela. Il y a du monde, le bureau est ouvert demain matin et dimanche en continu. On le sait, à l'égal des municipales, les territoriales ont toujours un taux de participation élevé. Les électeurs de Punaouia commencent à retirer leur nouvelle carte, même si elle n'est plus obligatoire, pour accomplir son devoir d'électeur. La perspective de bureaux aux listes de noms plus courtes est plébiscitée par le citoyen. Je suis venue chercher ma nouvelle carte électorale. Les bureaux de vote ont changé, hein? Oui, je sais. J'ai même pas regardé encore quel bureau de vote j'étais, mais apparemment, je suis encore au même bureau de vote. Voilà. A priori, ça va aller plus vite parce qu'il y a moins d'électeurs par bureau de vote. C'est une bonne nouvelle pour vous? Oui, bien sûr. Plus ça va vite, mieux c'est quand même. Normalement, si effectivement ils ont réparti, ça devrait être plus fluide, ouais. Alors, à part pour ceux qui auront peut-être qui font la queue pour savoir dans quel bureau ils vont voter. Donc, il faut venir chercher avant dimanche à votre avis? À mon avis, après, on ne sait pas. Et derrière les urnes, tout se peaufine aussi. Président et assesseur étaient en séminaire ce matin. La démocratie, c'est de l'organisation à Punaouia. Tout est en ordre. Et ainsi s'achève notre page consacrée au territorial.
Il a été à la tête de la Fédération tahitienne des sports subaquatiques de compétition pendant plus de 20 ans. Romuald Montagnon nous a quittés. Les passionnés de chasse sous-marine, d'apnée et de nage avec palme ont perdu l'un de leurs mentors. Son action au plan international a permis l'essor de ces disciplines et une reconnaissance de nos fédérations. Les paquebots sont de retour à Moorea. Jeudi, c'était le Norwegian Spirit qui faisait escale. Une aubaine pour tous les acteurs du tourisme, des prestataires qui font visiter les paysages de l'île aux artisans qui vendent leurs produits sur les marchés. On voit cela avec Laura Chintou et Teva Levra. Avec le sourire, Ghislaine accueille ce petit groupe de touristes. Prestataire depuis plusieurs années, elle amène les passagers tout droit descendus des paquebots en excursion autour de l'île. Aujourd'hui, direction l'usine de jus de fruits pour une visite au rythme des dégustations. Quand il y a les paquebots comme ça de croisière, on a déjà un programme. Hein? Donc on a déjà des points, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils viennent que pour la journée. Donc on a des points spécifiques où il faut s'arrêter. Hein? C'est dans ce petit marché que les passagers des paquebots débarquent. Ici, on mise tout sur l'accueil. À chaque paquebot, nous avons les musiciens, que c'est moi qui gère, les musiciens, les hôtesses pour la distribution de fleurs. Mais sinon, les artisans, ils sont tous au courant. On a l'habitude, quand on arrive le matin, 7h30, tout le monde est prêt. Comme ça, quand les touristes descendent, ils sont bien dirigés. La magie opère, les touristes sont comblés. Ce qu'on aime, c'est accueillant, c'est propre, c'est magnifique, bien mieux que les Caraïbes. Nous voulons avoir des infos à propos de l'île et trouver des choses sympas à ramener. Bijoux, perles, tiki, les touristes repartent de l'île des souvenirs plein la tête et plein les sacs. Une manne économique pour les artisans et vendeurs du marché. J'aime ça, j'adore ça, le contact avec les touristes et tout ça. Tout le monde aime ça. Hein. Donc, on sait que c'est là, ça va beaucoup nous aider. Tu vois, non, toute la population est très contente d'avoir les grands bateaux et espérons qu'il y aura plus de grands bateaux. Un souhait qui va être rapidement exaucé, car ce week-end et la semaine prochaine, 2 gros paquebots sont attendus, avec à leur bord respectifs 3600 et 5000 passagers, des géants des mers qui naviguent toujours entre aubaine économique et danger écologique. On arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Après les Tuamotu et les Marquises, c'est au tour des populations des Australes de bénéficier du câble Ngatitua à Jujutu et à Tupuai. Le Lodbrog est prêt à partir avec à son bord 800 km de câbles et de fibres optiques à déployer. Au programme de votre soirée sur la première, la série Le Code sera suivie du concert de Manu Dibango et Saina Manot. Voilà pour les informations de ce vendredi. Passez une excellente soirée sur nos antennes radio, télé ou internet. À demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.